Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de novembre venant de se terminer, il est temps de vous présenter mon bilan lecture pour ce mois-ci. Je suis assez contente parce que j'ai lu pas mal de livres. Là j'en ai 8. 8 et il y en a 2 qui ne sont pas dedans. Donc voilà, ça en fait 10. Bon, il y en a un, c'est ma lecture en cours, mais bon voilà, je l'ai commencé à moitié pendant le mois de novembre, donc c'est bon. Alors, le mois dernier, je vous ai laissé avec ma lecture en cours qui était Nuit de Bernard Mignot, publié aux éditions Pocket. Bernard Mignot est un de mes auteurs préférés. J'adore ses livres, j'aime beaucoup son univers, tout particulièrement son personnage récurrent qui est le commissaire Servaz, que l'on retrouve ici. Il s'agit donc du 4e tome, on va dire, des enquêtes de Servaz. Le premier étant Glacé, ensuite Le Cercle, N'éteins pas la lumière et Nuit. Donc dans celui-ci, le commissaire Servaz va se trouver confronté à son grand ennemi qui est Julian Hartmann. Donc il va refaire surface, ça fait des années que ce tueur en série a disparu. Et là, tout semble désigner qu'il a repris du service. Et donc du coup, Servaz va se retrouver plus ou moins mêlé à cette enquête. On va très vite comprendre que c'est Julian Hartmann qui veut lui-même que Servaz soit mêlé. Donc c'est un peu machination, voilà, tout est fait en fait pour que Servaz soit sous le joug, on va dire, de Julian Hartmann. J'ai beaucoup aimé ce livre. On découvre un nouveau personnage qui est Kirsten Nygaard. Voilà, c'est une inspectrice norvégienne qui va se retrouver elle aussi liée à cette enquête. Et on apprend aussi un élément très important dans ce livre sur la vie personnelle de Servaz, que lui-même ignore, voilà, qu'il apprend au milieu du livre. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. La suite est Sœur, que j'ai déjà lu. Oui, je sais, j'ai pas respecté l'ordre, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai lu il y a 2-3 ans en fait. Et après, il y a La Vallée et la Chasse. La Vallée et la Chasse, je les ai dans ma bibliothèque, donc ça seront des prochaines lectures. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre polar, celui-ci rentrait dans la catégorie de la première semaine du Black November, qui est lire un auteur mort. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver un auteur mort, j'ai dû regarder sur internet. Et du coup, j'ai choisi Rachel Caine, L'ombre de la menace. C'est une auteure qui est décédée, qui a eu le temps d'écrire 3 livres sur ce thriller et qui est morte. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion de sortir ce polar dont tout le monde me parle, plutôt un thriller. Estelle, de Petite Lectrice, m'en a dit que du bien, donc voilà, j'avais encore plus envie de le découvrir. Ce qui est bien, c'est que j'ai les 2 suites dans ma bibliothèque et que j'espère les lire très vite. Donc dans ce livre, on découvre Gina, qui est une mère de famille, qui a 2 enfants et est un mari. Un jour, elle revient de l'école avec les petits dans la voiture et il y a les secours, les gendarmeries, les policiers partout autour de chez elle. Et elle va s'inquiéter, elle va arriver et elle va constater qu'un 4x4 a foncé dans son garage. Donc, passée à première surprise, elle s'approche pour savoir ce qui se passe. Et là, tout de suite, on lui met les menottes. Et elle comprend pas. Elle dit, mais attendez, on vient juste de rentrer dans mon garage, en fait, là, c'est moi la victime. Et très vite, les inspecteurs lui posent des questions, en lui disant, oui, non, mais vous n'êtes pas tant une victime que ça, parce qu'on a retrouvé une femme dans votre garage, accrochée à des crochets, et morte surtout. Et en fait, Gina va se rendre compte que son mari est un tueur en série. Voilà, c'est très sympathique quand même. Et on va suivre donc Gina qui va très vite découvrir ça et qui va essayer de vivre avec ça. Elle va être inculpée aussi pour complicité. Et le livre continue en fait 4 ans plus tard, où Gina a changé d'identité et ses enfants aussi. Et en fait, elle fuit les personnes qui la harcèlent, qui ne comprennent pas qu'elle ne pouvait pas être au courant de ce que faisait son mari. Et elle change régulièrement d'identité, elle change régulièrement d'endroit. Sauf qu'à un moment, elle va se retrouver dans un petit chalet, dans une commune qui lui plaît bien, où ses enfants ont l'air de commencer à s'épanouir, ou du moins à oublier un peu le traumatisme. Et là, donc, elle relâche son attention, et on va découvrir le cadavre d'une femme dans le lac à côté de chez elle, et ça semble avoir un rapport avec son mari. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé. La fin nous laisse sur un « vite, il me faut la suite ». C'est pour ça que je suis contente de l'avoir dans la bibliothèque. Je ne lirai pas tout de suite parce que je voudrais faire lire un peu de fantaisie en décembre, mais très clairement, j'espère ne pas mettre trop de temps entre ces 2 tomes. Ensuite, toujours dans le cadre du Black November, pour la 2e semaine où il doit y avoir un chiffre ou une date dans le titre, j'ai choisi de lire 5 petits cochons de Agatha Christie.
Donc comme vous pouvez le voir, mon édition est antique, hein, elle est de 1981. Donc voilà, bord vert et tout. Et donc là, on retrouve Hercule Poirot, qui est sollicité par une jeune fille qui vient le voir pour une affaire dont elle vient de prendre connaissance. En fait, à ses 18 ans, elle a reçu une lettre de sa mère, qui est décédée il y a une quinzaine d'années, qui lui explique tout, en fait, qui lui explique qu'elle a été incarcérée pour le meurtre de son père, mais qu'elle n'est pas coupable. Et elle va revenir voir Poirot pour lui dire, voilà, moi j'ai besoin pour avancer dans ma vie de savoir si ma mère avait raison ou pas. Et Poirot va donc mener l'enquête et retrouver donc les 5 petits cochons. Ce sont 5 personnes qui étaient présentes le jour de la mort de son papa. Et il va, 15 ans après, mener l'enquête pour essayer de retrouver le vrai meurtrier. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est du Agatha Christie. J'ai trouvé que cette enquête était assez prenante, j'ai bien aimé suivre avec Poirot, essayer de faire des suppositions sur qui était le meurtrier. Et vraiment, je suis bien contente de l'avoir lu. C'est un de mes préférés pour l'instant d'Agatha Christie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis après, je suis pas vraiment objective parce que Hercule Poirot est un de mes personnages livresques préférés avec Lisbeth Salander. Donc voilà, je les adore. Ils sont complètement différents, hein, ça c'est sûr. Mais ce sont 2 personnages de fiction que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu une petite romance que je n'ai pas ici parce que je l'avais empruntée. Il s'agit de Chercheurs d'or, publié aux éditions Hugo Roman. On va suivre un crash d'avion. En fait, vous avez une jeune femme qui est dans un avion, j'ai oublié son prénom. Je crois que c'est Lia, il me semble qu'elle s'appelle Lia. Et en fait, elle est dans un avion de tourisme. Elle est là pour le travail, elle fait tout ce qui est architecture. Et cet avion va s'écraser en Alaska. Elle va être la seule survivante de ce crash. Et Stanford, qui habite un chalet avec son husky pas très loin, voit l'avion s'écraser et il va du coup aller l'aider. Donc il va la recueillir chez elle, il va la soigner. La particularité, c'est qu'en fait, lui, là où il habite, il est coupé de tout, donc elle va devoir rester avec lui jusqu'à la fonte des neiges. Donc il est à peu près, je crois, il me semble, le mois de novembre au début de l'histoire, et la fonte des neiges n'intervient pas qu'avant le mois de mai. Donc ils vont devoir rester quelques mois ensemble à cohabiter, à faire connaissance. Vous vous en doutez, c'est une romance, donc ils vont se rapprocher. Il va y avoir un moment où ils vont être séparés, mais ils vont se remettre ensemble. Voilà, c'est la structure classique d'une romance, mais ça a été une bonne lecture. Je l'ai lu en 2 jours, je crois, une journée et demie, non même pas une journée, je crois. J'étais entre 2 avions, j'avais un peu d'attente, donc je l'ai lu, et ça a été une bonne petite lecture agréable. Quand on lit ça, on pense à rien d'autre, voilà, vraiment détente complète. Ça va Batman? Tu voulais être sur la vidéo? Mais oui, t'es un gentil nounou, toi. Oui, oh là 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 là. Toi aussi, t'as fait des belles lectures? Ouais, tu nous les partageras plus tard? C'est gentil, merci. Ensuite, j'ai enchaîné sur une toute petite nouvelle. Il s'agit des Sœurs perdues de Holly Black, publiées aux éditions Rajo. Il y a 1 ou 2 mois, peut-être 2 mois, j'ai lu Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, ils ont sorti une toute petite nouvelle qui est sur la sœur de Jude, qui s'appelle Taryn. Donc Jude est plus ou moins... Merci Batman. Est plus ou moins la jumelle principale, on va dire, dans ces 2 livres. Et là, donc, c'est tourné autour de Taryn. On est dans sa tête, comment elle voit certains éléments. J'ai trouvé ça intéressant, ça apporte pas forcément grand chose à l'histoire, mais voilà, ça a été une petite lecture tranquille que j'ai lu assez vite du coup parce qu'il est vraiment court, hein, il fait 62 pages. Mais voilà, j'avais envie de retrouver un peu l'univers d'Holly Black en attendant le tome 3. Ensuite, pour la 3e semaine du Black November, on devait lire un livre soit avec un fait réel, basé sur un fait réel, soit judiciaire. Judiciaire, je crois que j'avais qu'un jeune Grisham, mais j'avais pas trop envie de le lire. Et j'ai décidé de sortir un livre de ma palle que je mettais dans pas mal de challenges que j'avais toujours pas lu. Il s'agit du jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Pour vous dire, comme ça fait longtemps que j'ai ce livre, il est déjà sorti en poche. Donc voilà. Mais j'avais à chaque fois envie de le lire et d'autres livres passaient devant. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'on est sur une sorte d'Uchronie où JFK ne décède pas le 22 novembre 1963. Donc en fait, on va suivre un journaliste qui s'appelle Mitch Newman, qui enquête en fait sur le décès de son grand amour en fait, avec qui il n'est plus depuis des années, qui s'appelle Jane Boyd. En fait, elle a été retrouvée, elle s'est suicidée de manière médicamenteuse. Et sa mère, en fait, à cette jeune femme, lui demande à lui, en souvenir du passé, de cet amour, d'enquêter, parce qu'elle trouve ça étrange. Et lui, donc, il va se mettre à enquêter là-dessus, et il va se retrouver mêlé à de la politique, à des complots, et ça va être plus compliqué que ça en avait l'air au début.
On va suivre donc ce personnage sur à peu près une année. Il prend l'enquête, je crois, fin de 1963 et ça s'arrête fin 1964. Donc lui, cette enquête va l'amener à Dallas, là où Kennedy aurait dû... où il a été, nous, assassiné dans notre réalité, mais là où, en fait, il n'y a rien eu. À Dallas, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de mouvement de foule, rien. Mais en fait, Jane a enquêté sur quelque chose qui se serait éventuellement passé, et à côté de ça, elle enquête sur des élections truquées. Donc voilà, il sent très vite qu'en fait, Jane, elle s'est mise dans un vivier vraiment dangereux. Et on découvre donc l'intérieur aussi de la politique américaine, la vie de Kennedy, s'il avait vécu donc, cette année-là. Et clairement, le personnage qu'on nous dépeint n'est pas très sympathique. Il est coureur, drogué, de par ses douleurs. En fait, c'était un homme dans le livre. Hein. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Voilà, moi je parle du livre. Dans le livre, il est drogué parce que il a mal au dos, il est malade, il a pas mal de maladies. Et en fait, il prend un cachet pour une douleur. Il en prend un autre pour les effets secondaires de ce cachet, et un autre parce que du coup le premier cachet l'empêche de dormir, donc il prend des somnifères, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment des cocktails médicamenteux. Et sa femme est très peu présente dans le livre, elle est citée quelques fois, mais on voit qu'elle subit plus la situation qu'autre chose parce que son mari s'éloigne d'elle. Et voilà, donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé, j'ai trouvé un peu long. Vraiment, il y a certains moments, c'était trop l'impression que le personnage principal, donc Mitch, rabâchait pour faire des rappels sans arrêt pour le lecteur. Sauf que bon, c'est bon, on a compris, on sait où c'est. Et là, en fait, le livre, clairement, il fait 420 pages. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de pages qui auraient pu être enlevées parce qu'en fait, ça ralentit l'histoire, ça rend le livre un peu lourd. Et il y a un moment, vraiment, j'étais lassée entre les pages 250 et 350. Je me suis dit, bon, ça serait bien qu'on passe la deuxième parce que c'est un petit peu lent et que j'ai envie de le terminer. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé cette façon de voir la vie après la non-mort de Kennedy. C'est un livre vraiment assez original. Et par contre, j'aime bien la plume d'Elory, donc je me dis que peut-être j'aimerais le découvrir dans d'autres livres. Après celui-ci, j'ai enchaîné avec un autre que je n'ai pas, qui est aussi une romance, qui est Avalanche, Noël et Hésitation chez Hugo Roman, qui est aussi une romance de Noël, oui, comme je vous ai dit. Et en fait, on va suivre Lila et Mathieu, donc qui sont à Chamonix. Et en fait, ah non, Avoriaz, rien à voir, Avoriaz, pardon. Lila s'occupe de la supérette, elle est la caissière de la supérette de la petite ville. Et on est le 24 décembre, il est 19h-5, elle veut vite finir pour aller rejoindre ses parents pour le réveillon. Et il y a un dernier client qui traîne un peu parce que lui, il passe le réveillon tout seul. C'est une période assez compliquée pour lui en lien avec son passé. Et donc lui, il traîne un peu. En plus, plus il voit que ça l'agace, plus il en profite. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont entendre un bruit énorme et une avalanche va s'abattre sur la station. Et ils vont se retrouver coincés dans la supérette. Donc ces deux personnes qui ne se connaissaient pas vont devoir rester plusieurs heures dans le froid, tous les deux, à se tenir compagnie, et ils vont donc créer des liens. Vous vous en doutez, c'est le même schéma que l'autre, ils se rapprochent, quelque chose les sépare, et ils se retrouvent. Donc voilà, ça a été une bonne petite lecture détente. Comme toujours, ces romances-là, ça se lit très très vite. En plus, Hugo Roman, ils ont une collection, les livres sont vraiment fluides, ils s'ouvrent bien et tout, c'est super agréable à lire. Donc voilà, je me suis fait une petite dose de romance de Noël pour intercaler entre les polars, parce qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup de polars. Donc voilà, j'aime bien couper un peu. Ensuite, je suis partie avec une nouveauté qui n'est pas encore sortie, donc je vous en parle rapidement, je vous en reparlerai à sa sortie si j'y pense. Il s'agit de Paris-Briançon de Philippe Besson, et publié aux éditions Julliard. Ce livre sort début janvier de mémoire. Et en fait, on retrouve donc Philippe Besson qui nous raconte ce trajet en train de nuit entre Paris et Briançon. Il nous propose le portrait de 6 ou 7 personnes. Et dès le début, on apprend qu'ils ne vont pas tous arriver à bon port. Donc en fait, on s'attache à chacun des personnages. Et la fin, elle est terrible parce qu'au final, on se rend compte qu'il ne nous a pas menti. Il va vraiment y avoir des personnes qui ne vont jamais arriver au bout de ce voyage. Et voilà, ce livre il m'a choquée. Mais dans le sens où je suis arrivée à la fin, je me suis dit, oh, merde. Voilà, il l'a fait, voilà, un truc comme ça. Je l'ai lu en une journée, il fait 180 pages de mémoire, je crois. 198. Il est très court, en plus c'est vraiment des chapitres très espacés, donc ça se lit très vite.
Et autant j'avais pas bien aimé le dernier enfant qu'il avait fait l'année dernière, parce que c'était pas un thème qui me parlait beaucoup, l'histoire d'une mère de famille qui voit son dernier enfant prendre son envol et partir à l'université. Alors autant là, il y a un petit côté suspense, parce qu'on sait qu'il va arriver quelque chose, mais on sait pas quoi. Et puis on peut pas s'empêcher de s'attacher à ces personnages en se disant bah non, il va pas leur arriver quelque chose. Et voilà, donc je vous le recommande, c'est vraiment une très très bonne lecture. Toujours dans le cadre du Black November, donc pour la semaine 4, on devait lire un livre qui faisait partie d'une saga policière. J'ai enfin lu Le Gardien Invisible de Dolores de Redondo chez Folio Policier. Cette année, j'ai lu La face nord du cœur de cet auteur qui est mon coup de cœur ultime de 2021. À ce jour, 2 décembre, il n'a pas été détrôné. C'est vraiment, ça a été la découverte, le coup de foudre pour ce livre. Et j'avais vraiment envie de retrouver l'écriture de l'auteur, parce que voilà, c'est vraiment devenu une auteure que j'adore. Et donc ici, on retrouve son personnage principal, Amaya Salazar, des années après La face nord du cœur, qui était un préquel qui se passait en 2005. Là, je crois que ça se passe, il me semble, en 2008. Et en fait, l'inspectrice Amaya Salazar se retrouve confrontée à une série de meurtres où des jeunes filles sont tuées et dont la mise en scène de leurs cadavres est un peu particulière. Ça fait un peu, pas biblique, mais très sain, voilà, très chose douce, voilà, c'est vraiment un peu... Ça ressemble vraiment à de la mise en scène. Et en fait, cette enquête va la ramener à Elizondo, qui est la ville dont elle est originaire, où vivent sa tante et ses 2 sœurs. Et elle va retrouver son passé familial, à savoir qu'Amaya a un passé familial très dur, que j'ai découvert du coup dans La face nord du cœur et dont on nous reparle ici. Et un traumatisme lié à l'enfance va ressurgir en plein milieu de l'enquête, ce qui va faire que tout va se mélanger. Et j'ai trouvé ce livre génial. J'ai adoré, moins que l'autre, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été pris en plein dedans à faire des suppositions, à me dire c'est lui, non, c'est lui, non, c'est elle. Vraiment, j'ai compris, je pense, aux 3 quarts qui c'était, mais plus en me disant, bon, supposition, tiens, lui, il a une bonne tête de tueur, mine de rien. Et donc c'était lui, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 tomes derrière, il y a De chair et d'os et... une offrande, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai les photos ici. Et ils sont dans ma pile à lire. Je les avais achetés tous les 3, hein. Je me suis dit, oh, pas de frustration, tu prends les 3 direct. Et enfin, ma lecture en cours, il s'agit de Agatha Christie, Sous la glace, 12 petits meurtres à lire au coin du feu, publié aux éditions du Masque. C'est Estelle qui me l'a donné parce qu'elle a eu un doublon, et je la remercie parce que, Agatha Christie, la couverture est trop belle. Il rentre dans la dernière semaine du challenge du Black November, qui est lire un livre avec une couverture de saison. On est en plein dedans. D'ailleurs, par rapport à ce challenge, il n'y a qu'un seul livre que j'ai pas lu pour respecter ma pile à lire. Il s'agit de La vallée de Bernard Minier, qui était dans ce cadre-là, en fait, pour une couverture hivernale. Mais j'avais trop envie de lire celui-ci. Donc voilà, j'ai fait l'impasse sur Bernard Minier. Je suis désolée. Mais il sera lu bientôt. De toute façon, c'est prévu. Donc voilà, je reviens à celui-ci. En fait, il y a 12 nouvelles dedans. Donc on a retrouvé... Pour l'instant, j'en ai lu 3. J'ai retrouvé Hercule Poirot, Miss Marple et Monsieur Sutter. Attention, mon super accent anglais va frapper. Satterthwaite. Voilà. Et c'est l'arrivée de Monsieur Keane. Donc voilà, très contente. Du coup, il m'en reste 9. Mais je pense que je le lirai assez vite. Donc voilà. Merci Batman. Le mot de la fin revient à Batman. Qu'as-tu envie de dire? Toujours aussi loquace ce chat. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures du mois de novembre, celles qui vous ont plu, déplu. Et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aussi, j'aimerais bien avoir vos avis dessus. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier et je vous dis à très bientôt.